Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu des nouvelles technologies. Apple a présenté de nouveaux iPads et de nouvelles Apple Watch, mais a aussi proposé des nouveautés à venir avec ses services. On revient sur l'événement d'Apple d'hier dans cet épisode. Dans la seconde partie de cette émission, on parlera aussi de quelques éléments d'actualité qu'il ne faut pas rater pour être évidemment au courant de l'infotech du moment. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve mon compère Matt, alias prof du web. Salut Matt. Salut, on se lâche pas, hein. Ça fait 3 jours, je pense, 3 jours, 3 podcasts qu'on enregistre ensemble. Écoute, on enchaîne Matt, mais je pense que c'est aussi pour le plus grand plaisir des personnes qui nous écoutent, je l'espère en tout cas. Mais comme le veut désormais la tradition, on retrouve également avec plaisir l'ambassadeur mondial du AirPod, j'ai bien dit du AirPod et pas des AirPods, YouTuber Tech, c'est Léo Duff. Salut Léo. Bonsoir tout le monde, les gens vont en avoir marre que je vienne à chaque conférence Apple. Ou pas, ou peut-être qu'ils aiment bien, va savoir, je sais pas. En tout cas, c'est un grand plaisir de te retrouver Léo pour cet épisode. De votre côté, vous qui nous écoutez, n'oubliez pas d'évaluer Tech Café dans votre app de podcast, hein. On est un peu en manque d'évaluation là, il faut pas que vous relâchiez les efforts à ce sujet-là. Et puis, vous pouvez aussi continuer à soutenir le travail sur Patreon, patreon.com/techcafé. Merci aux plus de 200 soutiens qui contribuent financièrement au podcast. En rejoignant d'ailleurs la page Patreon de Tech Café, vous le savez, vous me soutenez directement, mais vous profitez aussi d'un flux privé du podcast, garanti pour toujours, 100% sans pub, et même du chapitrage des chapitrages des émissions et des informations exclusives. Alors sans autre forme de procès, on va donc vous détailler les petites news du moment qui portent beaucoup sur l'Apple Event qui a eu lieu hier soir au moment où on enregistre. Je vais à chaque fois les détailler un peu étape par étape et puis je vous laisserai évidemment réagir Matt et Léo, un peu comme d'habitude, hein, ceux qui nous écoutent depuis un moment ont l'habitude maintenant. On va commencer par le nouvel iPad Air qui ressemble très fort alors à un iPad Pro tel que vous avez l'habitude de le connaître avec les bords droits, un petit peu comme on a sur les iPad Pro depuis quelques temps, avec donc grosso modo le même design, la même taille que le petit iPad Pro à peu de choses près, donc 10,9 pouces. Pas de Face ID par contre qui est intégré sur cet iPad Air, mais une nouvelle version de Touch ID qui est sur le bouton d'allumage. Donc il y a plus de bouton Home, il y a plus de bouton Accueil, il y a juste un bouton pour allumer. Apple continue sa lutte contre les boutons qui ne servent à rien selon eux, et donc ils nous retirent le bouton d'accueil sur ce format d'iPad, mais donc remplace Face ID par un Touch ID sur le bouton d'allumage. On imagine bien d'ailleurs que ce bouton pourrait arriver sur un iPhone à venir, peut-être un iPhone 12, propulsé par une puce qui est l'A14 Bionic, qui au-delà de ses performances est surtout la première puce commercialisée sur un appareil de ce type à 5 nanomètres. Donc c'est toujours remarquable de voir cette petite prouesse de la part d'Apple d'avancer sur le plan des processeurs, avec évidemment un gain de performance très important et notamment un gain de performance sur la partie graphique, plus de Lightning mais de l'USB-C, comme l'iPad Pro hein, évidemment, avec des chargeurs 20 watts, compatibles en tout cas 20 watts, Wi-Fi 6, la version LTE ou 4G qui est bien évidemment disponible en option, une caméra de 12 mégapixels à l'arrière qui fait pas des folies mais qui est toujours la bienvenue, et une traditionnelle caméra FaceTime HD 7 mégapixels à l'avant qui est pas ouf mais qui fait toujours un petit peu son boulot. Ça supporte le nouvel Apple Pencil, donc pas l'original avec le petit capuchon, mais plutôt celui qui s'aimante sur le côté et qui se recharge en même temps, et le fameux, et peut-être un peu onéreux selon certains, Magic Keyboard. Ça n'a pas la fréquence d'affichage de 120 Hz, donc ça n'a pas le Pro Motion Display qu'a l'iPad Pro. C'est peut-être même une des principales grosses caractéristiques de différence, à part celle que j'ai listée. Le prix, alors tiens, j'ai plus le prix en tête, c'est 629 €, je sais plus, d'entrée de gamme en 64 Go. 669 il me semble. 669, et ça passe par contre à plus de 800 € quand on veut 256 Go, puisqu'il y a que le 64 ou le 256 Go disponible le mois prochain. Léo, justement, un petit mot peut-être sur cet iPad Air, et même si tu as envie de réagir sur le format de la conférence, parce que c'est la deuxième fois qu'on a une conférence de la part d'Apple, donc après la WWDC, qui est au format vidéo, remote, à distance, sans présentiel, et c'est peut-être intéressant d'avoir aussi un peu ton sentiment sur la keynote au global.
Ouais, eh bien écoute, moi j'ai aucune envie de revenir au monde d'avant, concernant les conférences uniquement évidemment, parce que je trouve que ce format est exceptionnel. Alors je dirais pas non à une conférence avec du public de temps en temps, parce que c'est marrant d'entendre les gens euphoriques, mais je trouve que c'est extrêmement bien produit. On a eu beaucoup de contenu en seulement 1 heure, et puis c'est toujours magnifique de voir la prod d'Apple sur une telle durée, plutôt que de voir seulement des segments, des publicités, etc. entre temps. Là c'est toujours très beau à voir, donc moi j'aime beaucoup le format de cette conférence. Concernant l'iPad Air, que dire à part que c'est une machine exceptionnelle? Je vois pas tellement l'intérêt d'acheter un iPad Pro aujourd'hui, maintenant que le R est sorti, parce qu'il y a quand même 230 € de différence entre les deux. Les seuls trucs qui lui manquent, c'est qu'il n'y a pas de version 13 pouces, ce qui est quand même assez grand. Il n'y a pas d'écran 120 Hz, il n'y a pas d'écran OLED, il me semble. Derrière, il n'y a pas de lidar, il y a qu'un seul capteur à l'arrière. Mais bon, c'est pas tellement ce qu'on recherche quand on prend un iPad. C'est une machine extrêmement puissante. Il n'y a pas Face ID. C'est peut-être le seul truc qui me dérangerait, surtout sur une tablette. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Mais on a un iPad qui est coloré, qui ressemble à un iPad Pro, qui fait pas du tout entrée de gamme, qui supporte le Pencil 2, qui supporte le Magic Keyboard. Honnêtement, moi, si je devais choisir aujourd'hui, si j'avais pas mon iPad Pro, je prendrais sans hésiter un iPad Air. Ouais, c'est un très très beau produit qui fait beaucoup de compromis, mais des bons compromis, j'allais dire, et qui fait pas des sacrifices. Matt, ton sentiment sur ce produit? J'ai toujours adoré l'iPad Air. J'ai eu le 1, le 2, le 3 que j'ai présentement encore. Non, super bon produit. Y a rien à dire, c'est un sans faute pour l'iPad Air qui, par contre, fait de l'ombre aux pros. Ceux qui ont acheté un Pro, ils doivent faire la gueule parce que ou ceux qui veulent, tu sais, il y a une bonne différence de prix. Alors, hormis l'écran, comme on disait, et puis hormis le fait que peut-être que dans ta gamme, tu voudrais pas qu'il y ait des iPads de couleur. Une raison comme une autre de dire moi je veux un Pro parce qu'il y a pas de couleur. Je vois vraiment pas pourquoi on achèterait dans cette gamme de prix là le Pro, hormis encore une fois la résolution en fait le 120 Hz. Alors non, sans faute, le Air ça a toujours été mon iPad de prédilection depuis qu'il est sorti. Ils ont toujours trouvé un créneau entre dépenser trop pour un iPad et avoir quelque chose de qualitatif avec à l'époque c'était une meilleure batterie, un meilleur écran. Le 3 c'était un écran un peu plus grand avec racé un peu comme le Pro de l'époque, mais pas le prix. Pour vrai, si vous êtes maintenant assez certain qu'un iPad c'est un bon produit pour vous et que vous voulez évoluer, je pense que je vous conseillerais pas le Pro, mais plutôt le Air maintenant. Et effectivement, tu soulignes le fait qu'il y a plusieurs couleurs. Ouais, c'est vrai, on l'a pas suffisamment souligné. Il y en a un peu pour tous les goûts, hein. Il y a du vert, il y a du rose. Il y a pas toutes les variétés de couleurs de l'iPhone 11, si je dis pas de bêtises. Et puis les couleurs sont peut-être moins vives parce qu'on a encore cette petite texture teintée aluminium. Je regrette quand même, un peu Face ID, moi, qui vraiment, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient fait l'impasse là-dessus. Je sais pas combien ça aurait coûté, combien ça aurait rajouté à la machine, mais c'est vrai qu'on s'habitue vite à Face ID. Et en fait, j'en viens à la conclusion dans la période de pandémie, plutôt de port de masque obligatoire dans laquelle on est, que j'ai besoin des deux, moi. Voilà, ça me manque. Oui, c'est sûr que sur le côté temporaire actuellement, Touch ID, ça va être pratique. En revanche, je pense que l'absence de Face ID va déranger uniquement ceux qui sont habitués à l'iPad Pro actuel et qui utilisent Face ID sur tablette. À mon avis, ceux qui vont arriver sur un iPad Air tout neuf et qui n'auront pas l'habitude de Face ID sur ce type de machine vont pas du tout être dérangés par la présence de Touch ID. Exact, oui. Et pensez-vous que l'arrivée du Touch ID, cette façon de faire du Touch ID pour Apple qui est nouvelle, parce que c'est à partir d'un bouton maintenant, pensez-vous que ça ouvre la porte à des spéculations pour le iPhone 12, d'après vous? Léo. Moi, je veux toujours pas y croire. J'ai pas envie d'y croire. J'ai envie de penser que Apple est persuadé que Face ID c'est l'avenir, et s'ils le pensent sérieusement, ils voudront pas mettre d'alternative. Alors, on le verra. On va pas lancer les paris parce que c'est toujours un peu risqué dans ce domaine-là. Moi, je serais pas surpris qu'il y ait un des iPhone 12 là, un des éléments, un Pro, tu vois, ça justifierait presque un Pro que de dire que le Pro, tu lui permets vraiment tous les modes de déverrouillage possibles, même les plus exigeants. Mais bon, on verra. Alors en tout cas, voilà pour l'iPad Air. Oui, un point quand même, et avant qu'on aille plus loin, sur lequel donc je t'ai pas entendu Matt, c'est le format de la conf. Est-ce que tu rejoins Léo sur le sentiment qu'il partageait? Oui, sur le format, je partage totalement. Tu sais que maintenant je fais plus attention à la diversité
des animateurs, des animatrices, des gens racisés, ainsi de suite. Encore une fois, la dernière fois, c'est toi qui avais mis le doigt dessus, et là, je l'ai refait pour cette émission-là. Jessica FR Jess a publié un tweet en calculant le nombre de personnes dans la conférence, 5 hommes, 5 femmes, équité parfaite, on est content. On passe, il y a là des enjeux de couleur, et puis là, pas de personnes handicapées. Alors, sur le format, la dernière fois était un petit peu mieux, là, on rééquilibre, mais c'est sûr que sur le format, visuellement, c'est sans faute. Tu sais, maintenant, Apple produit des trucs, produit des films, puis je pense qu'ils ont bénéficié de cette connaissance-là pour faire des keynotes vraiment beaucoup plus belles à regarder. Moi, je vais nuancer ce que vous dites, en fait, parce que je me suis justement... Alors, j'essaye de discerner un petit peu la forme et le fond. Je pense que les deux sont importants dans une conférence telle que celle-ci, dans des événements tech. Et moi, pour ma part, alors autant, bon, sur le fond, d'ailleurs, vous allez le voir, hein, il n'y a pas de dinguerie. Alors, évidemment, il y a le fait qu'il n'y a pas d'iPhone. Pour ceux qui n'auraient pas suivi un petit peu l'actu tech en dehors du podcast, vous allez apprendre qu'il y a juste de l'iPad et de l'Apple Watch. Peut-être que c'est suffisant, hein, d'ailleurs, on va en parler ensemble. Mais sur le fond, donc il n'y avait pas énormément de choses, et même sur la forme, bah oui, c'est vrai que c'est bien réalisé. Moi, je me suis presque un peu ennuyé. Ça fait un petit moment que je l'ai pas ressenti comme ça. Heureusement que c'était de la vidéo, en fait, parce que je me suis dit, si ça avait été la même conf avec le même fond sur scène, j'aurais été particulièrement déçu, probablement, sans doute parce qu'on en a des très fortes attentes. Une mention spéciale, évidemment, à Craig Federighi, qui ait fait les plus belles apparitions, je pense, dans la vidéo. À chaque transition, c'est extraordinaire. C'est un acteur intéressant ce que tu soulèves, parce que peut-être que justement, avec ce format-là, Apple peut se permettre de faire des conférences comme celle-ci, dans lesquelles il y a eu quand même énormément de contenu dans cette conférence. Ça a duré qu'une heure, ils ont parlé de beaucoup de choses, ils ont annoncé quand même quelques nouveautés. Peut-être que ce format-là, enregistré, permet de faire passer des conférences comme celle-ci beaucoup plus rapidement. Et moi, j'ai trouvé que ça passait extrêmement bien. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer personnellement. Et peut-être de multiplier les prises de parole dans le temps, ce qui permet de distiller un peu plus leur sortie de produit. Peut-être que ça se justifie, on le verra évidemment. Alors, autre iPad qui a été présenté, c'est l'iPad de base, renouvelé. Ça, j'allais dire, c'est l'entrée de gamme, c'est le produit destiné aux étudiants, peut-être. On va en parler ensemble. Allez, je le résume en quelques mots. C'est un iPad tout simple, comme vous avez l'habitude de le connaître, avec un processeur plus récent, évidemment compatible à iPadOS 14, si tant est que ce soit une caractéristique, mais pas de grosses différences, simplement un petit peu plus véloce, et qui est fourni, lui, et vous verrez pourquoi je dis ça, avec un adaptateur USB-C 20 watts dans la boîte. Qu'est-ce que vous ressentez? Mais c'est un port Lightning, si je dis pas de bêtises, c'est un adaptateur. Oui. L'adaptateur en tant que tel est USB-C, la partie électrique, mais la fiche qui se connecte à l'iPad reste Lightning. Moi, ça me laisse songeur, ça, jusque-là. En tout cas, c'est un petit peu plus rapide et un petit peu plus puissant sur la charge que ce qui était proposé avec l'iPad précédent. Matt, ton sentiment, si l'iPad Air est l'iPad que tu as tendance à recommander, à qui vas-tu recommander cet iPad, ou vas-tu le recommander? Ben, pas aux étudiants. Avec le confinement au Québec, on a fait des partenariats pour que les étudiants puissent avoir des appareils à l'école, puissent faire de la télééducation. Chromebook à mort, on a voilà. Alors, c'est Chromebook à mort, et maintenant, je comprends de plus en plus, parce que hormis l'écosystème, et quand on est bien dans l'écosystème, je suis le premier à le défendre, mais quand vous prenez iPad normal à $429, je vais vous parler en dollars, vous rajoutez un Apple Care, la garantie d'Apple, vous rajoutez un clavier, vous rajoutez le pencil, on arrive pas loin de $900 canadiens, hormis les taxes. Ouh. Avec les taxes, on dépasse les $1,000. Est-ce que c'est vraiment un produit pour les étudiants, pour les jeunes? Je peux plus le dire à ce point-là maintenant. Alors, je trouve que le prix est quand même fait mal. Il était un petit peu moins cher avant iPad, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on ajoute des trucs, c'est le légitime de moins en moins dans la gamme. Par contre, je recommanderais un refurbish n'importe quand d'un iPad de v'là un an, mais de chez Apple.
mais pas à ce prix. Moi, je le trouve encore assez cher avec les accessoires à la fin. 389 € pour le modèle Wi-Fi, 529 pour le modèle Wi-Fi et cellulaire. Bon, Léo, même sentiment, ou est-ce que tu as des choses en plus à souligner? Oui, à peu près le même sentiment. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cet iPad. C'est pas un produit qui est extrêmement intéressant. Il existe un iPad en dessous de 400 € si vraiment vous voulez un iPad et que vous avez que cette somme à mettre. Je pense qu'il y a que ça à dire sur ce produit en fait. Ouais, c'est dommage. Bon, écoute, en tout cas, c'est une proposition commerciale. Évidemment, c'est pas quelque chose qui remporte l'engouement des technophiles que nous sommes, et voire des fanboys. Alors, on va pas s'attarder plus que ça. Par contre, on va parler des Apple Watch. Là, il y a un petit peu plus à dire, je pense. Alors, il y a pas de nouveau design d'Apple Watch pour l'instant, parce qu'il semblerait que Apple soit fixé désormais sur un changement de design. On imagine peut-être tous les 3 ans, ils sont sur un rythme d'optimisation des designs de leurs appareils. Qui sont plutôt de cet ordre-là. Donc on peut imaginer que l'année prochaine, il y aura un nouveau design d'Apple Watch, c'est en tout cas ce que nous disent les rumeurs, mais la série 6, qui a été présentée par Apple hier dans la conférence, est une itération sur laquelle donc le design ne change pas, quoique il y a du bleu, il y a du rouge, donc le même, un espèce de bleu minuit qui a l'air, ma foi, très élégant, et le fameux rouge du Product Red. Mais c'est tout, il n'y a pas de changement sur le design. Par contre, il y a un nouveau processeur à l'intérieur. Il y a la puce U1 dont on avait déjà parlé parce que c'est la puce qui permet grosso modo de mieux géolocaliser des appareils autour de soi, en gros de mieux gérer la position dans l'espace vis-à-vis des autres appareils. On imagine ça parfait avec des Apple AirTags, d'autant que Apple ne s'est pas étendu sur l'utilisation de cette puce U1 dans la présentation. Et avec une fonctionnalité qui est présentée plus comme une fonctionnalité de bien-être. On sent toutes les pincettes qui doivent être amenées sur la partie médicale de ce sujet. C'était très important, je pense, à ce stade, de pas présenter ça comme un outil médical. Très loin de là. C'est le taux d'oxygénation dans le sang. Léo, je suis sûr que tu n'as qu'une hâte, c'est de mesurer ton taux d'oxygénation dans le sang. Ben j'ai envie de te dire, c'est même pas une hâte, c'est que c'est une question de vie ou de mort à un moment donné. C'est très intéressant la VO2 max. Comment l'expliquer simplement? C'est le débit maximal d'oxygène que votre organisme est capable d'absorber. En gros, pour résumer, c'est un indicateur qui est très cher aux sportifs. C'est l'indicateur global de vos performances physiques. Donc ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est vraiment très important quand vous faites beaucoup de sport. Et ces capteurs-là, donc qui s'appelle l'oxymètre, ça peut aussi calculer la saturation d'oxygène qu'il y a dans votre sang. Donc ça peut aussi détecter un problème, une anomalie, une variation qui serait trop grande et qui pourrait potentiellement être dangereuse. Est-ce que les infos qu'on peut voir circuler montrent que la manière dont c'est capté, qui se base sur le poignet, c'est inhérent au fait même que c'est une Apple Watch, montre qu'il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes? Moi, je reste extrêmement sceptique encore une fois à ce sujet. Mais bon, est-ce que ça justifie le renouvellement d'une Apple Watch si vous avez une Series 4 ou 5? Probablement pas, mais en tout cas c'est une évolution. Matt, quel Apple Watch tu as et est-ce que tu vas la changer par une Apple Watch Series 6? Moi j'ai une 3, elle va très bien. La bonne nouvelle, c'est que la 3 est encore en vente. Ça veut dire qu'on en a encore pour quelques années de support de WatchOS pour la série 3. Ça reste quand même un produit un peu intéressant, mais on va le voir un peu plus tard. Finalement, avec la configuration familiale, ça risque... En fait, l'Apple Watch qui risque d'être la plus intéressante dans la gamme, ça va être la SE. Ou peut-être des 4 en refurbish, parce que vraiment le truc que j'ai trouvé intéressant de l'Apple Watch cette année, c'est qu'on commence à détacher l'Apple Watch du iPhone avec justement la configuration familiale. Je pense que c'est le sujet juste après. Alors pour moi, ça serait la SE. Je sais pas si je vais changer tout de suite, mais 4 en montant assurément pour atteindre quoi? La fonctionnalité configuration familiale. Alors, allez, vas-y, on va tout de suite enchaîner. Justement, tu as raison, c'est le cœur du sujet. On va mentionner, et moi j'y croyais pas du tout avant qu'il y aurait une Apple Watch SE. Eh ben si, ils ont bien présenté une Apple Watch SE, mais en plus ils la laissent commercialiser aux côtés de la Series 3. Donc c'est une Apple Watch
Watch un peu plus cher que la Series 3, mais qui n'est pas aussi cher que la Series 6, qui est donc commercialisée actuellement, mais qui par contre a grosso modo les mêmes fonctionnalités à l'intérieur, alors pas le taux d'oxygénation dans le sang et les derniers trucs qui vont bien en termes de capteurs, mais le même design et les mêmes capacités. Donc moi j'ai été surpris quand même de cette proposition parce que je voyais d'un point de vue gamme le fait que le rôle que joue un SE dans la gamme des Apple Watch pourrait être la Series 3 qui serait restée, ou la 4, donc j'ai été étonné. Après tout, pourquoi pas. Et effectivement, ça vient conjointement avec la configuration familiale. En anglais, ça s'appelle Family Setup, si je dis pas de bêtises. Le principe, il est simple, c'est que vous n'avez plus besoin d'un iPhone pour configurer toutes les Apple Watch de la famille. Alors attention, il faut prendre les choses avec des pincettes. Imaginez-vous que papa ou maman a son iPhone avec une Apple Watch et veut équiper le petit dernier, ou plutôt le grand garçon, on va commencer par là, et accessoirement la mamie qui est un petit peu en situation pas encore de dépendance, mais qui nécessite un petit peu de surveillance, d'outils pour à la fois garder un contact de l'ordre de la sécurité et que ça puisse un petit peu capter des données d'activité et qu'on puisse mesurer finalement que ces personnes-là de la famille vont bien. Ce serait compliqué d'acheter un iPhone à mamie, ce serait compliqué d'acheter un iPhone au grand garçon rien que pour les équiper respectivement chacun d'une Apple Watch. Eh ben, il est désormais possible de s'équiper d'une Apple Watch avec Family Setup en configurant avec un seul iPhone plusieurs montres. Il faut quand même que ces montres aient un abonnement cellulaire. Alors j'ai été assez étonné puisqu'il montrait la France parmi les pays qui étaient disponibles sur cette configuration familiale dès le lancement, et j'ai cherché juste après le logo orange qui va traditionnellement avec ce type d'annonce. Je l'ai pas trouvé et donc j'ai compris après que c'était un autre opérateur que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam qui s'appelle Truephone en France qui va proposer ça. Et grosso modo, il propose des abonnements cellulaires avec la eSIM de l'Apple Watch, spécifiquement en prenant en compte cette configuration familiale. Matt, je te laisse le micro parce que j'ai l'impression que c'est ce qui t'a peut-être le plus marqué. J'ai l'impression que tu es en train de dessiner des cas d'usage dans ta famille avec ce type de produit. Oui, mais c'est sûr, les cas d'usage sont vraiment intéressants. La mauvaise nouvelle pour les Canadiens qui nous écoutent, c'est qu'on l'a pas encore, nous, au Canada, parce qu'on n'a pas de fournisseurs qui vont l'offrir. Alors, on est habitué d'être les enfants pauvres de la téléphonie mondiale, et ça fait juste le confirmer, mais ça va sûrement arriver. Alors, les cas d'usage sont super intéressants. Vous pouvez effectivement garder un lien avec vos enfants, ça c'est certain, avec le cellulaire. Alors, votre enfant est où? Il joue où? Vous avez besoin de communiquer en urgence avec, vous allez pouvoir le faire. Et comme tu dis, et c'est vraiment le cas d'usage qui en ce moment est vraiment intéressant, c'est pour des personnes qui nécessitent assistance. Alors pour avoir un bouton d'alerte, l'alerte anti chute qu'il y a maintenant dans les Apple Watch, ça va être fonctionné. Alors si mon père qui a un certain âge chute, je vais tout de suite informer. Je suis capable de l'appeler directement sur sa montre pour dire papa ça va ou maman ça va, et est-ce qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'on appelle l'ambulance, et franchement ça c'est juste génial, surtout que pour certaines personnes âgées ces services-là existent et ils coûtent excessivement cher. C'est des services très très chers, et là on dit que Apple serait moins cher, et c'est assez nouveau de dire que Apple pourrait être moins cher dans certaines gammes de services. Moi, ce que je trouve particulier, c'est que on commence à faire une cohérence dans les gammes, c'est-à-dire tu as la gamme intéressante, l'Apple Watch Series 6, tu as la SE qui est l'affaire assez véloce quand même, mais qui a... C'est l'iPad Air de l'Apple Watch un peu, non? C'est là où il y a moins de cohérence, c'est justement dans la gamme des iPads. C'est-à-dire que iPad, tu as iPad Pro, tu as iPad Air et tu as iPad. iPhone, tu as iPhone Pro, tu as iPhone normal et tu as iPhone SE. Apple Watch, tu as Watch et Watch SE. Il commence à avoir moins de cohérence dans les gammes. Je serais pas surpris que l'iPad à un moment donné devienne le SE, celui dont on vient de parler. En tout cas, j'aimerais ça pour qu'il y ait une cohérence, mais on se reconnaît pas dans les produits d'une gamme à l'autre. Ça, c'est l'affaire que je veux dire. Mais pour la configuration familiale, je reviens à la configuration de la familiale de l'Apple Watch. C'est vraiment quelque chose de chouette. Et pour ceux qui ont crainte pour que leurs enfants s'amusent avec ces montres-là, vous avez un contrôle parental. Vous pouvez décider des applications qui vont être utilisées. Vous pouvez mettre un certain temps où la montre ne fait que montre. C'est fou à dire. On a une fonctionnalité pour dire que la montre ne fait que montre quand les enfants sont à l'école. De manière très visible. Ouais.
Et c'est une révolution. J'étais dans un channel avec des amis quand je suivais ça, puis j'ai fait, c'est une révolution. Une montre n'est qu'une montre maintenant avec Apple, et c'est un feature. C'est fou. Léo, c'est vrai que est-ce qu'on serait pas là en train de toucher du doigt l'élément qui est le plus marquant quand on suit Apple, quand on suit même la tech, c'est-à-dire d'avoir cette évolution des produits et cette ouverture sur le fait que l'Apple Watch serait quelque chose qui serait décorrélé de l'iPhone potentiellement. On n'est pas en train de toucher du doigt le truc le plus important, non ? Ouais. C'était évidemment l'élément le plus intéressant de la conférence. C'est intéressant pour deux raisons. Déjà parce que vous pouvez avoir une Apple Watch pour 300 €. Et en plus, c'est une Apple Watch que je conseille à quasiment tout le monde. C'est-à-dire que elle fait exactement tout ce qu'on attend d'une Apple Watch quand on en achète une. Vous pourrez pas calculer votre VO2 max. Bon, je sais pas qui ça dérangera exactement, mais je la recommande à tout le monde. Et le point le plus intéressant, je trouve, c'est que ça rejoint un petit peu la stratégie qu'ils font, notamment avec l'iPhone SE ou encore avec l'iPad Air. C'est qu'ils veulent sensibiliser un public qu'ils n'ont pas réussi à atteindre jusqu'ici, c'est-à-dire particulièrement la jeunesse. Parce que c'est très compliqué, même si la solution existe de l'iPhone SE, c'est très compliqué d'offrir un iPhone à ses enfants, surtout s'ils sont extrêmement jeunes. Là, leur offrir une Apple Watch qui nécessiterait pas d'iPhone, ça permet déjà de les mettre dans un écosystème. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre à connaître les applications de l'App Store, ils vont apprendre à connaître l'écosystème Apple, comment ça fonctionne, etc. Sans même avoir d'iPhone, juste parce qu'on leur a mis une espèce de bracelet électronique, disons les choses, c'est un petit peu aussi pour les surveiller, c'est pas tellement pour qu'ils aient l'heure. Sinon, il y a des montres dans le Picsou Magazine. Donc moi, ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'en termes de stratégie, ça en dit beaucoup. J'ai peur, moi, sur la partie autonomie de ce genre de produits qui ne sont que cellulaires. Alors oui, ça se capte sur le Wi-Fi, mais les usages sont très nomades. Donc j'attends de voir, parce que l'Apple Watch est évidemment pas réputé pour son autonomie légendaire. Je trouve en tout cas que c'est quelque chose qui est très intéressant, qui n'est pas sans forcément rappeler à l'esprit l'épisode de Black Mirror où la maman surveille son fils. Bon, on n'en est pas à ce point-là, mais ça peut commencer à soulever des questions sur les rapports de la surveillance et de la technologie dans une famille. En tout cas, c'est effectivement une démarche très intéressante de la part d'Apple, et ce sera quelque chose à suivre sur l'ensemble de leurs produits. Ça met une autre dimension à l'Apple Watch. Je pense en tout cas que moi, que j'aurais dû en acheter une à mon chat avant de le perdre. Je serais peut-être où il est parti. Dommage. Et puis pour rebondir, Matt, sur ce que tu disais, effectivement, il y a quelques années encore, on avait équipé ma belle-maman qui commençait à avoir sa maladie d'Alzheimer très avancée, et on avait pris un espèce d'appareil vraiment hideux et lourd qui était dans son sac à main, parce qu'on avait la chance, elle partait tout le temps avec son sac à main. Elle partait pas forcément de manière consciente, et on savait pas forcément où, elle-même ne savait pas forcément, mais elle partait toujours avec son sac à main. Et on avait équipé son sac à main d'une clé qui était rattaché à un GPS, mais on avait juste ça, en fait. On avait juste la connectivité, la localisation GPS, ce qui était déjà très bien, mais c'était bien plus cher qu'une Apple Watch SE, et c'était surtout très très cher sur l'abonnement, bien loin des abonnements qui sont de l'ordre de 7-8 €, je crois, en tout cas pour ce que j'ai vu en France. Il y a une vraie proposition très concrète et très utile pour la famille qu'il va falloir suivre de très très près. Il va falloir voir les tests arriver à ce sujet. Donc, une ouverture de la part d'Apple sur l'utilisation de ce type d'appareil au plus grand monde, et donc on n'est plus contraint à un iPhone, mais aussi un autre point qu'il faudra souligner, c'est qu'ils sont évidemment dans la continuité du fait de développer leur service, et ça, bon, pas de grosse surprise, c'est un petit peu aussi quelque chose qui m'a déçu, mais mon réalisme m'a rattrapé dans cette conférence, c'est qu'il n'y a pas eu de grosse surprise, tout avait largement été fuité avant, à part la couleur peut-être des iPad Air, mais donc le service Apple One qui a été dévoilé, qui est un rassemblement des différents services d'Apple. Imaginez-vous, au lieu de payer grosso modo, je le fais très schématiquement, mais $10 Apple Music et d'autres services, iCloud, etc. Vous avez le service Apple One qui comprend pour $15 par mois Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud. Alors l'iCloud Prolo avec 50 gigas où on met pas grand-chose. Vous avez la version à $20 par mois Family où il y a la musique, Apple TV, Apple Arcade et iCloud Drive, mais avec plus de stockage. C'est 500 gigas, je crois, ou 200 gigas, il me semble. 200 gigas. 200 gigas. Et la version premier, alors là, on va commencer à parler de la portée des services d'Apple à l'international, et on va vite se fâcher. Mais donc aux États-Unis, $30 par mois pour musique, télé, arcade, iCloud Drive à 2 Tera, Apple News et Fitness Plus, dont on va reparler dans quelques secondes. Donc ces services Apple One, où en France, par exemple, on n'a que individual et family. Je sais pas si aux États-Unis, il est possible que vous ayez plus. Au Canada, pardon, Matt, je sais pas si vous avez premier qui va être annoncé. Oui. Bon. On a premier accessible, et premier arrive avec 2 Tera
de stockage, Fitness Plus, dont on va parler sûrement après, News Plus, dans laquelle on peut, ou dans lequel que ça fonctionne l'abonnement pour des revues, des magazines. Pas obligé de se la péter, comme ça. On sent que tu nous nargues, Matt. C'est vraiment des super produits que vous n'avez pas. Alors, non, mais toute farce mise à part, ils ont trouvé le moyen de packager ça. Pour moi, je décode, d'abord qu'on va faire des économies d'argent, c'est bien, c'est chouette, c'est cool. Mais pour continuer à avoir plein d'abonnés Apple TV+, à quelque part, pour continuer à avoir des abonnés Apple Arcade, parce que musique, bon, ça marche bien, c'est meilleur que Spotify, c'est sûr. Oula, attention. Je sais, je provoque. Ça va quand même assez bien tout seul, c'est assez porteur comme produit. iCloud, on en a tous un peu besoin de sauvegarde, mais TV+, c'est un peu difficile, surtout avec le confinement. Ils ont eu de la difficulté à enregistrer des nouvelles séries. Arcade, c'est pas du cloud gaming, c'est pas des gros jeux pour lesquels les joueurs sont habitués de payer. Alors, je trouve que packager ça ensemble, c'est un peu la stratégie d'Amazon Prime avec Prime Music, avec Prime Video, où on n'a pas vraiment quelque chose de bien bon, mais vu qu'il est dans un package, on va le prendre, puis au niveau des chiffres, au niveau des ventes, puis au niveau des actions Apple, ça va faire plaisir aux investisseurs. Il n'y a pas à dire, ce service Apple One, il est c'est un vrai avantage et grosso modo c'est le meilleur choix que vous puissiez faire quand il est à disposition, surtout si vous avez la version à 2 Tera, parce qu'en dessous ça me semble compliqué pour une famille de se limiter à 200 gigas vu toutes les photos et vidéos qu'on fait. C'est une vraie belle proposition. Ça soulève quand même, et ça va être un excellent enchaînement pour la suite, des problèmes, parce qu'évidemment ils sortent ça alors qu'ils sont déjà sous le feu de critiques judiciaires, et c'est évidemment très très osé de la part d'Apple de lancer ça en même temps. Je pense qu'ils ont une roadmap commerciale à suivre. Léo, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces services? J'imagine que c'est des services, dès que la version haut de gamme là, avec 2 Tera va sortir, tu vas te ruer dessus. Est-ce que ça vaut le coup d'explorer la version en dessous? J'ai un petit problème avec cette nouvelle parce que je suis très content de l'avoir arrivé. Au vu de tous les services que lance Apple, on s'y attendait. C'est extrêmement intéressant parce que faut bien se rendre compte que pour ne serait-ce que l'abonnement individuel sur 15 € par mois, avec tous les services que ça comprend, ça fait environ 5-6 € d'économie. Donc c'est forcément par mois. Intéressant. C'est par monstrueux. Mois. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que j'utilise pas Apple Music. Je regarde aucun contenu sur Apple TV+. J'utilise pas Apple Arcade. J'ai déjà un abonnement iCloud, même si c'est cumulable, ça m'intéresse pas tellement. Et on a ni Fitness Plus, ni News en France. Ouais. Donc il y a peu de chance pour que je prenne un abonnement Apple One. Mais à part ça. Est-ce que je vous l'ai dit que Apple News, on l'avait au Canada? Je sais pas, il faudra que tu nous dises si jamais tu l'as au Canada, je suis pas sûr. Bon, effectivement, dans notre cas, je pense, Léo, en France, sur des usages comme les nôtres, ça n'a pas de proposition, c'est pas une proposition alternative suffisamment intéressante pour avoir à côté l'abonnement à iCloud Drive. Et même, j'allais dire, par rapport à Apple Music, tant qu'il n'y a pas les 2 Tera, encore une fois, pour une famille, je pense que c'est très anticipé. C'était compliqué pour eux je pense, de pas le lancer du tout, quoique ils se gênent pas pour le reste, et c'était compliqué de le lancer avec toutes les versions Apple News Plus et Fitness et compagnie qui sont pas dispo en France pour des problèmes probablement de localisation. Alors moi ça m'étonne parce que ça devient de plus en plus fréquent, j'ai le sentiment que les services Apple n'arrivent pas à s'internationaliser dès le départ. Et donc on va parler d'Apple Fitness Plus, qui est une proposition hyper intéressante, basée sur votre Apple Watch et qui vous permet sur votre Apple TV, sur votre iPad, sur votre iPhone, n'importe où, chez vous, dans votre salon ou en voyage à l'hôtel, on imagine tous les cas d'usage, de lancer une session de sport avec ou sans accessoires de sport type vélo, elliptique, etc. Mais vous pouvez aussi le faire sur votre tapis de sport dans votre salon. De lancer donc des sessions de sport animées par un coach qui sont synchronisées avec votre Apple Watch. Donc vous avez les résultats de vos performances et vos indicateurs vitaux capturés par votre Apple Watch qui s'affichent sur l'écran devant vous. C'est un abonnement et évidemment il est inclus, comme on l'a dit juste avant, dans Apple One. Ça aussi, ça paraît une vraie bonne proposition, mais c'est quand même dingue qu'Apple lance des services de cet ordre sans les localiser, ne serait-ce que de les traduire, même si la traduction était de l'ordre des traductions des séries de bas étage sur TF1 et M6 qui sont diffusées le dimanche après-midi. Je trouve ça assez édifiant que les services mettent autant de temps à s'internationaliser. Je sais pas si tu as ce sentiment aussi, Léo.
Ben moi, si Apple nous écoute, je veux bien faire le doublage pour que la France Vas-y, fais-nous une session de sport là dans le podcast. Vas-y. Parler des AirPods pendant un coaching, ça me plairait beaucoup. Forcément, la boucle est bouclée, c'est logique. Non, mais oui, c'est assez dommage, d'autant que c'est pas exclusif à Fitness Plus. On le ressent chaque année, chaque fois qu'il y a une conférence et qu'il y a des nouveautés qui sont annoncées comme celle-ci, à chaque fois qu'il y a un changement dans Apple Plan, etc. On est toujours laissé de côté. Donc au bout d'un moment, oui, moi je vais finir par bouder en fait. Ouais, ça devient un peu vexant. Bon, du coup, Matt, t'es pas si vexé que ça. Du coup, tu vas peut-être profiter d'Apple Fitness Plus bientôt. Est-ce que c'est en tout cas le type de service qui pourrait te convaincre? Oui, c'est sûr que dans ma famille, étant donné que ça va être le partage familial, va fonctionner avec ça, d'un seul coup, ça vient de multiplier les possibilités à la maison, puis de le reste de ma famille, parce qu'ils ont tous des produits Apple, je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Et non, c'est vraiment cool. Maintenant, c'est clair que une grosse compagnie comme ça, on peut rester étonné du fait que l'application soit pas au moins traduite ou des sous-titres dans les vidéos, ça je peux comprendre, mais c'est quand même énorme tout ce qu'ils ont à valider au niveau international, et je peux comprendre que ça arrive pas. Maintenant, c'est de l'exercice, alors ça serait difficile de... Tu sais, la personne, elle bouge en avant puis elle te montre ce que tu dois faire. OK, si tu comprends pas trop l'anglais, je pense que tu vas réussir à te débrouiller quand même. Mm-hmm. Mais en bout de ligne, ça arrive pas pareil. Ça va être juste dans les pays anglophones, Australie, Canada, Irlande, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, évidemment les États-Unis. Ça commence 3 mois gratuits. Bonne idée. Après ça, c'est un forfait de 80$ par année. Pour avoir une association avec ta montre, un suivi avec ta montre, des exercices, du yoga, des toutes sortes du bandage, toutes sortes de trucs qui tu vas pouvoir faire comme exercice. Je trouve que l'offre, et puis c'est pas le gars le plus sportif qui vous parle, mais je trouve que l'offre est intéressante, surtout quand, encore une fois, ça vient dans un package dans lequel on n'aurait pas été attiré dès le départ, mais là, d'un seul coup, il est là, on va l'essayer à un moment donné. Oui, excuse-moi, le véritable atout, ça va vraiment être l'intégration d'activités, l'intégration de la connexion avec l'Apple Watch directement sur l'application. C'est-à-dire que quand vous ferez du sport, vous verrez la personne en train de vous montrer les exercices, et en haut à gauche, un petit picture-in-picture de l'activité, de l'exercice et de l'effort que vous êtes en train de fournir. C'est un argument de plus pour nous rassembler dans l'écosystème Apple et peut-être nous rendre encore plus difficile le fait de quitter cet écosystème. Ça, c'est peut-être les mauvaises langues qui le diront, mais les très mauvaises langues... Quitter? Comment? Mais pourquoi quitter? Pourquoi quitter quand bien. Tu es content? Moi, T'es dans une plateforme sécurisée, les interfaces sont magnifiques, les produits sont bons. Pourquoi parler d'autre chose? Parce que tu ne fais pas partie de ces fameuses mauvaises langues dont je parle, mais qui sont importantes à écouter. Mais il y a aussi d'autres mauvaises langues qui vont, encore une fois, souligner, et ça va nous permettre de passer à la rubrique suivante, le fait que on a quand même une question à se poser dans le fond. Est-ce que Apple n'est pas en train de donner un exemple trop important du fait qu'il y a une position dominante de leur côté? Parce que oui, donc on va sortir un petit peu de cet Apple Event, et en tout cas on va regarder du côté des réactions. Il y a Spotify qui a réagi aux annonces en apportant, on va être honnête, pas forcément de nouveaux éléments au conflit dans lequel ils sont installés, surtout qui concerne évidemment Epic Games et dont on a largement parlé, mais Spotify ayant pris position à ce sujet-là. Spotify qui critique ce service-là, le fait de proposer Apple One, en disant, allez, je le dis un peu avec mes mots, mais ils utilisent des armes qui sont bien trop puissantes pour laisser de la place à la concurrence sur leur plateforme, et c'est un argument de plus, si ce n'est l'argument qui montre qu'il y a un vrai problème de régulation. Léo, c'est un sujet, on t'a pas entendu, alors en tout cas en podcast, parler de ce sujet. Je sais que tu as réagi sur Twitter, en particulier au sujet de Fortnite et du bannissement par Apple de Fortnite. Ces sujets-là d'antitrust, maintenant on va les regarder pas avec le côté du consommateur de l'événement Apple, mais plutôt avec les regards de technophiles qui essayent d'avoir un regard un tant soit peu objectif sur tout ça. Est-ce que c'est quoi ta réaction par rapport à tout ça, justement? Alors, j'ai pas du tout le même avis entre la plainte de Spotify et celle d'Epic. Pour moi, ce sont deux choses très différentes. Je trouve qu'en l'occurrence, Spotify a raison de le faire parce que c'est du marketing, c'est de la communication. Ils sont dans une position qui est quand même particulière face à Apple. Mais en revanche, je vois pas trop quoi reprocher Apple. Ils ont des services
ils font un bundle et c'est tout. Je vois pas tellement d'abus de position dominante. Ça m'étonne parce que si tu regardes factuellement le terrain de jeu qui est iOS et le terrain de jeu que sont les iPhones, pour commercialiser un service de musique, imagine être à la tête du département commercial de Spotify et te dire waouh, les mecs, en face, il y a des services très structurants d'iOS qui sont notamment le backup, qui vont être associés avec des prix qui défient toute concurrence avec allez, ça vaut ce que ça vaut, mais de la télé avec des news pour une partie du parc américain. Et à côté de ça, nous, on va devoir vendre notre abonnement Spotify à 10 balles individuellement ou 15 balles pour une famille. Je reconnais que moi, ça m'interpelle énormément. Est-ce que raisonnablement, il n'y a pas un regard critique à avoir sur cette situation commerciale ? Bien sûr, mais c'est pas tout à fait vrai. Spotify fait aussi partie de bundles qui sont offerts par des opérateurs ou voilà. d'autres services, etc. Ils font déjà partie de bundles comme ça. Alors forcément, eux, ils ont pas d'OS, donc ils le vendent pas dans leur OS, mais ils font déjà partie de ce marketing-là. Alors Matt, justement, ça c'est pareil, c'est pas un sujet non plus avec lequel on a eu l'occasion de te voir t'exprimer ou de t'entendre plutôt sur ces questions antitrust. Alors je le rappelle parce que j'en suis très fier et je ne me lasserai jamais de le mettre en avant d'un épisode spécial qu'on a fait avec un avocat spécialiste de ces questions-là que je vous invite à écouter si vous l'avez pas déjà fait. Il faut remonter un petit peu le flux du podcast à de 2 épisodes et vous pourrez écouter 1 heure où on a bien détaillé les aspects juridiques. Il y a les dernier mouvement à ce sujet de la part d'Apple à l'encontre d'Epic Games qui a donc notamment réagi en disant que grosso modo Epic Games s'est sabordé eux-mêmes en enfreignant volontairement les règles de commercialisation sur l'App Store et que en plus comme par hasard Fortnite était un peu dans le creux de la vague sur le plan commercial et a peut-être profité de ce creux de la vague pour mettre la lumière sur Fortnite, arriver à se donner un rebond commercial, d'autant que les vrais utilisateurs purs iOS de Fortnite sont relativement à la marge. Est-ce que tu as un sentiment et un regard critique là-dessus, ou là aussi est-ce que ton esprit de fanboy te floute le regard sur cette situation, Matt? Oui, assurément. Alors, à la réponse, est-ce que mon regard de fanboy est flouté? Absolument. Je prends toujours le côté du pouvoir d'achat des gens, et quand il peut y avoir une compétition, quelle qu'elle soit, ça fait quand même toujours améliorer le pouvoir d'achat. Présentement, le bundle fait vraiment améliorer le pouvoir d'achat des gens. Pour rappel, Apple offre quand même une suite bureautique gratuitement, puis on s'en plaint pas. Zoho n'a pas fait la guerre à Apple parce qu'il y a une suite bureautique gratuite alors que en face c'est payant, ou d'autres suites bureautiques payantes. Là on parle encore une fois de toujours les mêmes parce que est-ce que vous vous rappelez Spotify pas se plaindre d'Apple? Non, parce que c'est son compétiteur, c'est toujours la même affaire, c'est toujours à peu près les mêmes histoires qu'on entend. Et c'est drôle qu'on n'a pas parlé de la suite bureautique qui est gratuite, qu'on parle pas de GarageBand qui est gratuit, qu'on parle pas de plein d'applications qui sont foutrement bien faites et qui coûtent cher en développement à faire. Non, on parle du bundle qui est moins cher que le bundle des autres. Je trouve ça curieux. Je trouve ça honnêtement curieux. Maintenant, oui, moi, je suis juste content d'avoir en tant que consommateur, d'avoir ça. Mais le ticket d'entrée est quand même assez cher pour avoir ce bundle-là. Parce que le bundle est familial. Ça vaut la peine quand c'est familial. On va dire ça. On commençons comme ça. Oui. Alors, si ça vaut la peine quand c'est familial, ça veut dire que tout le monde a acheté des iPhones ou tout le monde a acheté un produit pour lequel ça va être compatible. En bout de ligne, ça devient difficile à dire que c'est une réelle concurrence à des gens qui ont des familles qui ont des Samsung, des ci et des ça, parce que c'est tellement une niche. Je pense pas que tout le monde puisse se le permettre. Je pense pas que tout le monde ait des familles avec des iPhones ou des iPods ou des iPads. Mais encore là, si je suis factuel, c'est un service qui est payant. Il est juste moins cher que les autres, mais il est payant. Mais on se plaint pas de GarageBand, on se plaint pas de toutes les super applications qui sont gratuites avec le système d'exploitation de macOS. Je trouve ça juste particulier. Alors on va justement plus spécifiquement quand même en profiter aussi pour faire un tout petit éclairage sur Epic Games. Justement Léo, je voulais vraiment quand même t'entendre très spécifiquement sur ce sujet. Si demain tu devais écrire le script d'une prochaine vidéo qui porterait sur cette affaire et des 3 choses principales que tu retiens ou que tu voudrais souligner, ce serait quoi? Ce que je retiens, c'est que l'affaire est plus compliquée que ce que la majorité des gens peuvent penser.
C'est pas juste une question de il s'agit de leur propriété à Apple, donc ils font ce qu'ils veulent. Je pense que ça marche pas comme ça, surtout quand on est un duopole avec Google, et surtout quand l'App Store est un monopole dans iOS. Je pense qu'on peut réfléchir un peu autrement. Je pense que, comme le disait Matt, on n'a aucune raison de soutenir un monopole. On n'a pas tellement de raisons non plus d'être du côté adverse, mais on n'a pas de raison de soutenir un monopole. Nous, ça nous arrange en rien que Apple prenne une commission de 30% sur chaque paiement. Ce que fait Epic Games, c'est peut-être pas un acte militant. En revanche, on sait une chose, c'est que évidemment que c'est de la communication. Partez du principe que quand une marque parle, elle fait de la communication. Et c'est tout à leur avantage que de porter ce message et de dire regardez ce qu'Apple fait, c'est pas bien. Donc d'un côté, Epic Games a raison de se plaindre, d'un autre côté, Apple a raison de se défendre. Maintenant, c'est très difficile de savoir qui a raison. Moi, je pense qu'effectivement, c'est peut-être trop, 30%. Je pense que assurément, il faut qu'ils prennent un pourcentage sur les achats in-app, sur les paiements, etc. Peut-être que c'est trop, ne serait-ce qu'à voir le nombre de développeurs qui s'en plaignent. Mais en tout cas, s'il faut retenir une chose, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que juste c'est leur store, donc ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'en viens vraiment à la conclusion sur cette histoire qu'effectivement, ces 30%, et c'est complètement subjectif et personnel, ce que je dis est absolument pas basé sur un historique juridique que j'aurais pu développer pendant des années, mais je considère que ces 30%, c'est devenu un trop gros enjeu. Et je pense effectivement que cette promesse que souligne Apple de dire les conditions de distribution sur l'App Store sont les mêmes que vous soyez un petit développeur indépendant ou un gros studio. En fait, je suis pas certain que ça convainque vraiment les petits développeurs. Je pense que ça agace particulièrement les gros, et je pense que le grand public, il n'en a finalement que faire. Et je crois qu'un petit développeur, si il est amené à payer un gros pourcentage qui représente de l'ordre de 30%, ça va pas lui changer fondamentalement la donne. Alors que pour des grosses entreprises, baisser ce pourcentage pourrait être un très beau geste. Mais bon, ça reste évidemment une vision super personnelle. Pour terminer sur ce sujet, un des problème de la distribution des applications d'Apple, ce n'est pas que les 30%, bien entendu, ce n'est pas que l'absence de concurrence de l'App Store, mais c'est les règles, et ça va par-dessus tout ça, de distribution des apps, et notamment du cloud gaming. On l'a vu avec les problèmes liés aux services de Microsoft, ou de Google Stadia, ou encore de Shadow. Alors Apple, bonne nouvelle, a assoupli les règles de l'App Store, en précisant que désormais les jeux en streaming étaient autorisés. Bonne nouvelle. Mais par contre, il faut qu'ils respectent toutes les directives. Et là, c'est là où ça se gâte, c'est que les directives sont très difficiles à tenir, comme par exemple une application individuelle pour chaque jeu, afin d'avoir une page produit dédiée et apparaître dans les classements et la recherche. Ça voudrait dire que demain, Microsoft devrait arriver à faire en sorte que chacun des, je sais plus de 100 jeux qui sont disponibles sur le Game Pass soit disponible avec une fiche dédiée sur l'App Store, avec des reviews. Bref, c'est intenable. Donc Apple a évolué probablement sur le plan juridique du sujet, mais pas sur le fond et pas sur la mise en application. C'est dommage. Est-ce qu'on a fait le tour sur alors Apple, les problématiques antitrust, sur les enjeux de distribution d'app, ou sur l'événement Apple d'hier, ou est-ce qu'il y a un dernier élément que vous vouliez souligner, Matt ou Léo? Non, j'ai une dernière chose à dire par rapport à l'affaire Epic Games, parce qu'il y a forcément énormément de choses à dire. Il y en aurait tellement à dire. Quand on a fait un podcast complet, c'est que moi, ce qui m'a dérangé dans cette histoire, et c'est pour ça que j'en ai énormément parlé sur Twitter, je suis pas tant convaincu que ça que Epic Games ait raison. Je pense qu'ils ont raison de se plaindre, mais je suis pas certain qu'ils aient raison sur le fond. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'il a suffi pour les gens de dire que c'était de la communication, que Epic Games voulait juste se faire de l'argent pour clore le débat. Ça on peut juste simplement rétorquer que c'est pareil du côté d'Apple, ils veulent simplement se faire de l'argent. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est le fait qu'on parle jamais du sujet, qu'on parle uniquement de la forme et qu'on s'arrête à Epic Games, ils font un petit coup de gueule, mais c'est pour leur intérêt personnel. Quelles opportunités on pourrait en tirer et quels enseignements on pourrait en avoir, effectivement, c'est probablement peut-être le plus important. On va essayer peut-être de presque conclure cet épisode en parlant un petit peu de jeux vidéo, alors très spécifiquement sur les news chaudes, mais on y reviendra probablement avec Guillaume Poggiaspala dès la semaine prochaine. La Xbox Series S qui est annoncée comme rétro-compatible avec la Xbox One, mais les jeux qui seront pris en compte avec cette rétro-compatibilité et surtout avec une optimisation ne le seront que pour la Xbox One S. Alors je suis désolé, faut suivre, hein, c'est un peu compliqué, mais grosso modo ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'optimisation des jeux d'ancienne génération avec la
Xbox Series S sera un peu moins bonne que la Xbox Series X. Donc voilà, ça c'est juste quelque chose à garder à l'esprit dans votre arbitrage, puisque dans quelques jours, vous allez peut-être pouvoir précommander votre Xbox Series S ou X. Ça vous aidera peut-être à finir de trancher le sujet. Si vous souhaitiez de la très haute qualité, il faut absolument la Xbox Series X. En matière de PlayStation, juste pour démentir les rumeurs persistantes qui disaient que Sony réduisait la voilure en termes de production de PlayStation 5, ça laissait sous-entendre que oh là là, ils allaient probablement pas en vendre autant qu'espéré, donc il fallait réduire la voilure. Donc ils ont pris la parole explicitement pour dire que c'est faux. Donc voilà, ça c'est clairement une rumeur qui a été diffusée. Et aussi pour conclure cette partie jeux vidéo, je vous laisserai réagir Matt ou Léo sur ce que vous voudrez sur ces trois éléments, mais Facebook qui a présenté l'Oculus Quest 2 alors qu'il y avait largement leaké, et en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est un Oculus Quest 1 qui est un peu plus puissant, un peu plus autonome, avec un peu plus de stockage, mais qui garde quand même cette philosophie de quelque chose qui est à la fois puissant et en même temps totalement mobile et décorrélé de tout câble, ce qui en fait pour moi un appareil de réalité virtuelle viable, et avec une sangle aussi qui s'ajuste de manière un petit peu plus facile. Moi j'aime beaucoup le Quest 1, je trouve que le Quest 2 s'il est un peu plus léger, ça me fera pas changer le 1, mais ça peut peut-être en convaincre d'autres qui n'auraient pas eu le Quest 1. Par contre, il y a un problème de plateforme, mais ça et de distribution et de contenu, mais ça on reviendra dessus dans de futurs épisodes. Léo, est-ce qu'il y a un de ces sujets sur lesquels tu voulais souligner un point de vue? Pas tellement, je voulais juste dire à Matt que le rassurer, le réconcilier avec l'iPad en lui disant que, tu vois, il y a pire que les noms des iPads, il y a... C'est vrai, c'est compliqué, faut suivre. Matt? Non, maintenant que je suis rassuré, on peut passer aux nouvelles suivantes. Tu t'es équipé d'une Switch, hein, c'est ça, Matt, tout récemment? Non? Oui, je me suis équipé d'une Switch et bon, mon fils aime ça, je trouve que la proposition est bonne. Par contre, je trouve que il y a des choses il y a beaucoup de bloquants là-dedans et je veux pas m'étaler là-dessus sur le sujet, mais je trouve que c'est un peu bric-à-brac une Switch. Mais là, tu sais, tu défais des nunchucks, tu remets dans une autre manette, tu remets la nunchuk, tu peux défaire la tablette, Mais là, j'ai l'air du vieux con qui parle, qui vient de découvrir la Switch et je suis désolé, mais oui, je viens de la découvrir et les jeux sont super, l'écosystème est super, mais ça prend toute une dimension, encore une fois, avec un abonnement Switch Online, et c'est encore une fois un autre abonnement qu'on va devoir souscrire à la maison. Et c'est pas le plus intuitif et le plus complet en termes de service en plus dans l'univers du gaming, celui de Nintendo. Passons. On va conclure avec quelques news en vrac rapide. On pouvait pas faire cet épisode de Tech Café sans souligner qu'NVIDIA a racheté ARM pour 40 milliards de dollars. Je crois que c'était 32 milliards que SoftBank l'avait racheté auparavant. Donc ça a gagné de la valeur. Ça n'a pas non plus fondamentalement été redimensionné. C'est dans la continuité, c'est bien. En tout cas, ça fait de Nvidia un acteur de plus en plus incontournable dans le monde de la technologie. Ça veut dire que Nvidia va être une entité qui va être responsable des processeurs qui sont probablement dans toutes nos poches. Il est très très peu probable que vous n'ayez pas un appareil qui soit lié à la technologie ARM autour de chez vous, et il est très peu probable que vous n'en ayez pas plusieurs dans votre maison. Donc Nvidia va être un acteur qui va avoir la responsabilité de continuer à développer ça. Ça laisse rêveur sur ce que ça peut donner demain, au point qu'il faudrait pas voir se créer une situation monopolistique sur le plan du matériel, on l'espère. Les régulateurs vont sans doute surveiller ça de très près. Malgré tout, et on l'avait déjà dit dans Tech Café, il est sans doute préférable qu'il y ait ce problème-là qui se pose plutôt que ce soit un GAFAM qui se soit équipé de ARM. Voilà, je sais pas si ça évoque une réflexion. Matt, je sais que tu es observateur de ces grandes technos et de ces grandes évolutions de technologie. Oui, 40 milliards, c'est quand même de l'argent, mais c'est, tu sais, rétrospectivement, comparé aux spéculations des prix qu'il y avait sur TikTok, je préfère dépenser 40 milliards pour ARM. Oui, effectivement. Alors justement, on parle de TikTok. Microsoft ne rachètera pas TikTok. C'est Oracle qui devient un partenaire technique. Alors, partenaire technique, en grosso modo, ça va devenir l'hébergeur de TikTok en dehors des parties asiatiques. Moi, c'est ce que j'en comprends. Ils deviennent pas, ils ont pas la main sur l'algorithme, sur l'application en tant que telle, juste sur l'infrastructure. Ce qui, il faut le croire, en tout cas, rassurera une partie de l'administration américaine qui avait soulevé les loups liés à TikTok à l'international. Microsoft déplore un petit peu, évidemment, on peut les comprendre, cette décision, d'autant qu'ils disent que ça ne
règle pas les éventuels crédibles problèmes qu'il aurait pu y avoir avec TikTok. Bon, de toute façon, ByteDance préférerait mourir que de vendre aux États-Unis plutôt que d'être racheté. Il préférerait voir couler l'application. Ils se sont exprimés un petit peu en ce sens. Léo, je confesse, et tu ne m'en voudras pas, j'espère, que je ne sais même pas si tu es présent sur TikTok et si tu as un sentiment par rapport à tout ça. Alors, j'ai un compte uniquement pour voir du contenu parce que c'est un réseau qui me fascine, qui ne fonctionne comme aucun autre réseau qui permet de faire du contenu. Donc, j'aime beaucoup. En revanche, j'ai pas tellement suivi cette affaire. Je pense que t'as tout résumé en disant que ça ne réglait pas les éventuels crédibles problèmes que pourrait poser l'application. J'ai l'impression qu'on a toujours pas tellement, un petit peu à la Huawei, on a toujours pas tellement de preuves que TikTok serait nocif en quoi que ce soit. En même temps, j'arrête pas de me dire en dernière ligne que la raison, c'est quand même de regarder ce qu'il peut y avoir comme dérive. Mais effectivement, il n'y a pas de raison valable de s'en inquiéter particulièrement. Un autre sujet sur lequel je veux bien avoir tes réactions, Léo, je pense que t'es tout placé pour pouvoir nous donner ton sentiment là-dessus, c'est YouTube qui lance Shorts. Alors non, c'est pas les vêtements qui remplacent les pantalons l'été, mais de quoi concurrencer justement TikTok et Instagram réel, si je le prononce bien. En gros, ça va être la même chose, des vidéos de 15 secondes qui sont visibles sur l'application YouTube, donc pas une app à part, mais quelque chose qui s'intègre à l'écosystème YouTube. Dispo là, a priori en premier en Inde, mais ça va arriver très vite partout. Est-ce qu'on va bientôt voir des YouTube Shorts de Léo Duff ? Non. non, déjà pour le format, ça m'intéresse pas tellement. Je pense que le gros problème de YouTube, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à être un réseau social. C'est un réseau de partage, c'est un réseau de consommation de contenu, mais jamais, quand on veut partager une vidéo, on la partage directement sur YouTube. Pourtant, jusqu'à il y a encore quelques années, on avait une boîte de réception, on avait une messagerie, on pouvait en envoyer. La plupart des gens n'étaient pas au courant qu'on pouvait envoyer des messages. Quand on veut partager une vidéo, on la dégage de YouTube, on la vire sur Messenger, on la vire sur Twitter, etc. Jamais au sein de YouTube. Et c'est leur plus gros regret, c'est de ne jamais avoir développé un réseau social. Donc maintenant, ils essaient à chaque fois qu'il y a une nouveauté, qu'il y a quelque chose qui fonctionne, de l'intégrer à YouTube. Et en général, un petit peu à l'image des stories, ça fonctionne pas tellement. Et pour aller un tout petit peu plus loin, si tu as des contacts avec d'autres YouTubeurs, est-ce que ils ont grosso modo le même écho ou est-ce que tu fais figure d'exception ? Je sais pas tellement, c'est assez récent comme news, je crois, parce que j'en avais pas tant entendu parler. J'ai vu vite fait. C'est tout frais, c'est tout frais, pas plus que ça. Ok, à creuser. Matt, est-ce que tu es prêt demain à ce qu'on se réserve un créneau ensemble pour se faire un Messenger live et qu'on regarde des vidéos Facebook ensemble ? C'est ce qu'il va proposer Watch Together sur Messenger. Ça me ferait plaisir, tu le sais, mais on a un problème de délai, d'horaire et ainsi de suite. Il y a plein de ces services-là qui ont offert même genre de fonctionnalité, là, c'est-à-dire d'écouter une vidéo en même temps quand on n'est pas dans la même pièce. Et qui fait ça? Oui, c'est un peu ma question. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais tu sais, Facebook, fallait absolument probablement voler une techno de quelqu'un d'autre cette semaine. C'était celle-là sur laquelle ils sont tombés. Bon, si vous faites partie des gens qui sont intéressés par ces fonctionnalités, surtout, dites-le nous dans les commentaires sur techcafé.fr. Un dernier mot, parce qu'on est dans un podcast, donc on se doit d'en parler. D'autant plus, Matt, qu'on a passé Relive sur l'application Encore, donc on surveille un petit peu ce qui se passe. Encore est en train de lutter, a priori surtout aux États-Unis, sur un phénomène de vol de podcasts. Donc pour faire l'analogie, on pourrait imaginer que ce soit comme sur YouTube, si quelqu'un récupérait toutes les vidéos de Léo Duff et se recréait une chaîne qu'il appellerait lui aussi Léo Duff, il remettrait les vidéos et il récupérerait les mises publicitaires qu'il y aurait sur les vidéos. C'est en gros ce qui se passe pour les podcasts, parce qu'Encore, qui est, on le rappelle, la propriété depuis quelque temps de Spotify, permet de distribuer de la publicité et donc de générer des revenus pour les podcasteurs qui l'utilisent et quand c'est disponible, donc aux États-Unis pour l'instant. C'est un vrai problème sur lequel est en train de lutter Encore, Matt. Oui, mais en fait, le vrai problème, c'est pas que des gens prennent du contenu puis se le mettent dans leur propre podcast. Ça existe déjà. Il y a des gens qui font déjà ça. Le problème est le suivant, c'est lorsque vous pouvez dans Anchor importer à peu près n'importe quel podcast qui existe. Alors le faites pas, mais vous pouvez et automatiquement après ça, vous pouvez faire la distribution de ce podcast-là dans toutes les bonnes crèmeries. Alors iTunes, Spotify, République, toutes les bons catalogues de podcasts, vous pouvez le faire automatiquement. Et Anchor a facilité
cette propagation-là des podcasts dans les catalogues. Alors, ils ont un compte privilégié avec Apple pour diffuser directement sur iTunes les podcasts. Ils ont un compte privilégié sur Spotify. Ils ont un compte privilégié un peu partout pour diffuser dans tous les catalogues. Alors, en tant que créateur, c'est chouette parce que vous créez votre contenu, vous vous cassez plus la tête. Parce que le podcast, faut pas se le cacher, ça a été l'enfant pauvre des technologies jusqu'à encore récemment. C'était très compliqué de faire un podcast audio. Quand on voit, exemple, la création, la publication d'un vidéo YouTube, un podcast, c'est encore assez compliqué. Mais Anchor a démocratisé ça. Par contre, la fonctionnalité d'importer, ils l'ont facilité, c'est chouette. Mais ils l'ont facilité aussi pour d'autres. Alors, par analogie, on pourrait dire que YouTube invente un système que tu peux prendre toute ta chaîne Dailymotion et automatiquement, aux endroits où ta chaîne était publiée, exemple sur Facebook, sur Messenger, un peu partout, dans tous les réseaux, il faciliterait aussi cette publication-là en changeant l'adresse d'origine pour mettre la vôtre. C'est ça l'enjeu, c'est que Anchor a une trop grosse porte ouverte au catalogue de podcasts pour publier des nouveaux podcasts. Alors, c'est assez simple maintenant de copier un podcast et de le diffuser avec un autre nom. Et après ça, d'aller dans une autre fonctionnalité qui est très, très simplifiée chez Anchor, la monétisation. Et là, boum, c'est parti. Vous avez rien créé, vous avez rien produit et vous avez des revenus de podcast. Alors, Anchor réagit, ça fait plusieurs jours. Moi, je l'ai vu sur Pod News arriver. Anchor réagit. Ils vont faire attention. Alors, sur deux facettes. Ils vont vérifier que les flux des personnes leur appartiennent vraiment. Et puis, ils vont couper la corde aux revenus. Parce que dans le fond, l'essence, la genèse de tous ces problèmes-là, c'est l'entrée d'argent. Et c'est toujours l'entrée d'argent le problème dans la technologie, en fait souvent, et ils vont dire maintenant on facilite plus la monétisation des podcasts, on fait de plus grosses vérifications, on change nos processus, on ajoute des étapes, et là ça devrait être un peu plus cool. Mais je suis désolé, je suis enthousiaste, c'est une nouvelle de podcast et j'adore ça. Ah non, mais au contraire, c'était tout à propos qu'on puisse en parler ensemble. Et s'il fallait une preuve de plus que les podcasts sont dans l'air du temps, je pense que quand on tombe dans ce genre d'usage abusif, c'est la preuve ultime. Merci beaucoup Matt et Léo de m'avoir accompagné pour cet épisode de Tech Café. Alors évidemment, si jamais les auditeurs veulent réagir à nos fanboyeries ou à nos critiques, parce qu'on a quand même mis quelques critiques, qu'ils n'hésitent pas à le faire sur techcafé.fr. Ils peuvent aussi mentionner le podcast Tech Café Podcast sur Twitter, mais ils peuvent aussi nous contacter individuellement. Alors Matt, si jamais il y a des auditeurs qui veulent revenir vers toi en te disant que tu as été bien trop loin pour vanter les mérites d'Apple News Plus qui ne sont pas dispo dans plein d'autres pays. Ah non? Vous l'avez pas? Non. Oh, je suis désolé. Alors, vous pouvez le faire sur profduweb.com. Vous retrouvez tous les endroits où je publie, où sont mes créations. Je me rends compte que Apple News Plus est à Matt, ce que les AirPods sont à Léo, sauf que Matt, il vend des trucs qu'on peut pas acheter. Et ça, c'est très frustrant. Léo, même chose, si jamais... c'est clairement... Léo, si on veut te contacter plus individuellement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors individuellement sur Twitter, Léo Duff Off, et sur YouTube, sinon je parlerai bientôt des fanboys Apple. Ça risque d'être un sujet intéressant. La chaîne Léo Duff, voilà. Eh ben, quel teasing. Merci beaucoup, Léo. Pour ma part, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, Guillaume Vendée sur Twitter et sur Instagram. Je voulais une fois de plus vous remercier de votre fidélité, vous remercier de tous les messages très positifs à l'égard du podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast semaine après semaine et franchement, je m'en réjouis. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Salut. Ciao, ciao.